Des esprits libres, des idées qui s'affrontent, des convictions qui ne s'excusent pas. Brick Villemur. Il y a un article de fond là, publié sur le site de Radio-Canada par Sophie-Hélène Leboeuf qui revient, elle, sur la santé cognitive, le vieillissement en général de Donald Trump, qui est devenu à 78 ans et 220 jours le président le plus âgé à prêter serment lorsqu'il est revenu au pouvoir en janvier 2025. C'était sa fête le mois dernier, Donald Trump, le 14 juin. C'est drôle, Karima, parce que un gros texte sur le vieillissement d'un président américain, moi, j'en aurais pris un quand c'était quoi son nom? Joe Biden. Joe Biden qui se promenait en Normandie lors des cérémonies du débarquement, un peu perdu. Puis là, on disait non, il n'est pas perdu, il s'éloigne pour une raison valable, alors que tout le monde venait le chercher. Joe Biden qui confondait son fils décédé avec un autre. Joe Biden qui était un peu souvent mêlé. Finalement, qui avait clairement un déclin cognitif. Qui avait un déclin cognitif, mais qu'on a découvert dans les médias traditionnels au lendemain du fameux débat avec Donald Trump. Avant ça, si vous vouliez le savoir, il fallait avoir un compte sur Twitter puis vous alimenter autrement. Je trouve ça particulier qu'on se soit empressé, parce que c'est pas le premier texte en passant que je vois passer sur le vieillissement de Donald Trump. Je trouve ça particulier qu'on se soit empressé à s'intéresser à son cas à lui. Joe Biden, lui, il a fallu que ça nous saute aux yeux. Double traitement? Traitement de faveur? En fait, ou de défaveur? c'est complètement deux poids, deux mesures. C'est ce qu'on appelle le privilège progressiste. Excuse-moi, mais Biden, ça a été le plus grand mensonge, j'allais dire, public qu'on nous a fait avaler pendant des mois, qu'il était en pleine forme, puis que non, il était vraiment en pleine capacité. Il y avait un déclin. Et on se dit, je pense que du côté progressiste, on voulait tellement on avait tellement peur, justement, on ne voulait pas que ce soit Donald Trump, qu'on vantait ses mérites. Et même du côté de la presse, tu te dis, il y a eu une faillite quelque part de la classe médiatique. Puis, je veux dire, je fais partie de ce milieu médiatique. Puis, j'étais critique de ça en me disant, coudonc, comment ça qu'on ne nous parle pas davantage de ça? C'est un vrai enjeu, là. Tu as les commandes, tu peux appuyer sur le bouton rouge, comme on dit. Et tu voyais un Joe Biden complètement hébété. Et ensuite, ça a été... Non, mais tu sais, complètement perdu. Puis, tu sais, il était vraiment égaré. Et un déclin cognitif certain, là. Puis on l'a vu, tu as parlé du fameux débat, c'est parce que là, on ne peut plus cacher. Là. On ne peut plus cacher. Ça a été l'effondrement en direct. Ça a été une onde de choc, puis ça a créé ensuite ce qu'on a vu. Mais Donald Trump, après, on peut se poser ces questions-là sur la santé. Ça peut être un enjeu, mais on essaie de trouver des arguments un peu partout. Ça n'a pas fonctionné. Le combat politique n'a pas fonctionné. Donc là, on dit, ben peut-être que là, on va appuyer là-dessus en disant, ben il est peut-être pas tout là. Il est fou. Et ça a été ça aussi, hein. Fou, ça fait longtemps. Non, mais ça, je te dis, on a commencé avec ça. C'était la folie. Bon, il est mégalomane, narcissique, fou. Peut-être un peu, mais fou dans quel sens? Mais on a appuyé beaucoup là-dessus au début. Là, maintenant, c'est sur les enjeux de santé. Il faut dire qu'aux États-Unis, tu as cette culture-là aussi. Hein, on parle de ce bilan de santé du président, la visite, la fameuse visite chez le médecin, ce bilan de santé annuel. On n'a pas ça ici, on ne demande pas ça à nos politiciens. Ils sont plus jeunes aussi. Même là. Non, mais regarde la photo sur le reportage de Radio-Canada, sur l'article de Radio-Canada, plutôt, il y a une photo qui... Oui, les contusions un peu. Là, on voit la main de Donald Trump avec une ecchymose, puis là, on nous dit, regardez, c'est la preuve du vieillissement de Donald Trump. C'est vrai. Mais je me rappelle pas, moi, de vidéos où on nous montrait Joe Biden en train de déparler, de cafouiller complètement. On les voyait, mais c'était sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est là là qu'on se demande... Est-ce qu'il y avait un intérêt à documenter quelque chose de la part de certaines personnes? Es-tu complotiste, Rémi? Ça se peut des fois. Dans le complotisme. Dans la mégalomanie, dans le complotisme, dans tout au complet. Jacinthe Varel est avec nous. Bonjour Jacinthe, bienvenue à l'émission. Bon. Bonjour Rémi, bonjour Karima. Salut. Hey, c'est ça. Nous, on était endormis dans le temps, mais il n'y en avait pas beaucoup de couverture médiatique sur la santé cognitive de Joe Biden, puis là, et ni même sur ses largesses et ses cafouillages. Puis Donald Trump, lui, c'est documenté, c'est fouillé, c'est consistant. Ah oui, on utilise toutes les stratégies possibles pour essayer de le prendre en défaut. Et comme c'est un être spectaculaire et qui fait rien, qui fait pas les choses à moitié, ben on peut même prendre certains éléments de son langage verbal ou non verbal, toute son envergure, son extravagance, son exubérance aussi. On peut facilement détourner ça et faire passer ça pour
une quelconque remise en question de sa santé cognitive, eh ben c'est le jeu politique que les démocrates ont décidé de faire. Et bon, ils avaient déjà le carnet de comment procéder, puisque on avait aussi tenté du côté des républicains de faire la même chose avec Joe Biden, mais les médias avaient moins adhéré à ces tactiques d'essayer d'isoler les moments où Joe Biden semblait perdu. Mais justement, Jacinthe Harel, dis-nous, penses-tu que c'est une bonne stratégie quand même? C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir poser des questions sur un chef politique qui a justement 80 ans, puis tu te dis, les chefs qui sont quand même assez âgés, on devrait pouvoir en savoir davantage s'ils présentent des signes. Dis-tu que c'est une bonne chose, c'est juste que c'est un deux poids, deux mesures, ou ça n'a pas sa place? Non, je trouve que ça n'a pas sa place. C'est pas au commun des mortels, ni aux journalistes ou ni à n'importe qui là, de s'enquérir de l'état cognitif particulièrement là, de la santé d'un président ou d'un élu. C'est aux médecins de faire ce travail-là et je pense qu'on ne devrait pas se substituer en aucun cas. C'est sûr que par rapport à Joe Biden, il y avait vraiment des moments où on voyait des absences, où il évoquait des personnes décédées comme si elles étaient encore vivantes. Il y a eu des frasques monumentales qui n'échappent pas au commun des mortels, mais il reste qu'au bout du compte, la santé cognitive devrait être suivie par les médecins. Ce sont les seuls à pouvoir se prononcer. Et l'autre chose aussi, c'est que l'âge... ça n'a pas rapport, là. Il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, il y a des personnes autour de nous qui ont 80-85 ans et qui ont une parfaite élocution, une parfaite mémoire, une connaissance historique, une connaissance culturelle, un bagage culturel incommensurable. Et je pense que d'y aller avec l'âge, de dire à cet âge-là, il faut commencer à surveiller là, la santé de ces individus, je trouve ça particulièrement inquiétant de verser là-dedans. Il y a une photo de Reuters là, dans le texte de Radio-Canada. On va essayer de la retrouver puis de la mettre à l'écran. On voit les chevilles de Donald Trump. Il est assis, en fait, puis on voit juste des pieds. Puis là, il y a des bas noirs avec des souliers noirs. Puis là, on dit, regardez, les chevilles sont plus gonflées. Tu sais, c'est vraiment, là, on s'intéresse étrangement, bizarrement à cette période. Oui, mais c'est quoi? Moi, je vais j'aime la curiosité, Karima, mais quand t'as pas dans les deux sens. Je vais peut-être partir, c'est ça, en faux, avec ce que tu as dit, Jacinthe Ève, sur un point. Je suis d'accord, le dossier médical, à la base, c'est quelque chose de personnel, de privé. Mais tu sais, si on remonte avec, par exemple, Biden, où c'était visible. Et il y a cette notion de cacher de l'information. Moi, j'ai un problème avec ça dans la mesure où c'est quelqu'un qui était en responsabilité et il y a des signes patents que ça ne va pas, qu'il ne peut pas prendre des décisions. Là, ça devient, me semble-t-il, d'intérêt public. Donc, moi, c'est plus le deux poids, deux mesures que je critique, dans le sens que là, c'était visible, mais on ne voulait pas en parler. Ouais, ben oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est juste qu'à un moment donné, où s'arrête la ligne du comportement humain acceptable, pas acceptable, c'est là où je pense que les médecins doivent se prononcer. Je sais pas quelles sont les règles à ce niveau à Washington en matière de dévoilement du dossier médical des présidents, des élus, mais il reste que c'est quand même délicat. Oui, c'est facile de se prononcer sur la situation de Joe Biden, mais si on ouvre la porte au commun des mortels de se prononcer ou de dire il faut remettre en question chaque petite chose, ben là on le voit avec Donald Trump, c'est ce qui arrive. Là on vient de voir une photo de sa main avec un bleu. Ouais, c'est ça. Là on voit ses chevilles. Sa cheville, ben oui. Après ça s'arrête où en fait, puis ça va où? Est-ce que tous les politiciens finalement vont passer au crible puis on va commencer à poser des questions sur leur santé? Je comprends ton inquiétude à ce sujet. Hey, parle-nous de C-22, Jacinthe Ève, c'est une loi canadienne, là, mais ça suscite des réactions jusqu'aux États-Unis. Oui, bien, c'est ça. C-22, vous n'avez certainement entendu parler amplement. Il y a plusieurs chroniqueurs, plusieurs journalistes qui ont parlé de la loi C-22 qui a déjà passé la 3e lecture au Parlement à Ottawa, à la Chambre des communes, et c'est rendu maintenant au Sénat de se prononcer sur ce projet de loi-là, C-22. Mais il reste que il y a des échos aux États-Unis qui laissent quand même perplexes et qui positionnent le Canada comme un joueur pas si innocent dans les tactiques de négociation, dans l'accord Canada-États-Unis-Mexique, dans cette fameuse dispute commerciale que nous avons avec les États-Unis. Je trouve que le Canada, parfois, peut piquer les États-Unis, peut piquer Washington, et c'est pas tant soulevé que ça. Mais la loi C-22 est une manière
un peu insidieuse de piquer les Américains et qui a été soulevée par les deux partis. Alors, c'est la grande particularité. Autant les démocrates que les républicains se questionnent énormément sur ce projet de loi-là. Ça a commencé par le 7 mai dernier, qui est le président du House Judiciary Committee, Jim Jordan, qui est un républicain, qui a adressé une lettre officielle au ministre canadien de la Sécurité publique en affirmant que C-22 élargirait considérablement les pouvoirs de surveillance et d'accès aux données du Canada. Vous savez, cette fameuse loi C-22 qui permet aux policiers, sans passer nécessairement par un juge et au service de renseignement canadien secret, de demander aux compagnies de téléphonie cellulaire ou aux compagnies informatiques, les compagnies de réseaux sociaux, d'ouvrir une porte d'accès à vos données en cas de soupçon. On passe d'un moment de l'histoire où avant il fallait passer par un juge pour obtenir ses permissions pour avoir accès à vos données personnelles. Il fallait avoir plus qu'un soupçon. Il fallait avoir un doute raisonnable de croire que vous pouviez entretenir des liens avec un gouvernement étranger, des liens d'espionnage. Là, on passe d'un doute raisonnable à un soupçon, un simple soupçon, et on n'a plus besoin de passer par un juge. Alors, il y a des républicains qui ont émis des grandes craintes face à ça. On a Jim Jordan, on a Brian Mast, on a Ron Wyden, qui est démocrate et qui est sénateur. C'est une figure de proue des dossiers liés à la protection de la vie privée et du chiffrement. Donc là, quand c'est rendu que même un démocrate, le 16 juillet dernier, fait signe à la Maison-Blanche, écrit officiellement au président Donald Trump pour dire « Je m'inquiète pour la sécurité des Américains. Je m'inquiète par rapport à ce projet de loi-là C-22 ». C'est signe qu'on est rendu dans un enjeu complètement transpartisan. C'est plus juste les républicains face à Mark Carney et ses politiques, c'est carrément les Américains qui sont piqués à vif par ce projet de loi-là. Alors, ça fait fortement réfléchir et je trouve qu'on n'en a pas parlé tant que ça du fait que même les démocrates là, sont rendus à tirer la sonnette d'alarme sur ce projet de loi-là. C'est ça, parce qu'on nous dit qu'avec cette loi 22, le gouvernement dit que on veut permettre, en fait, on veut prévenir la criminalité d'aujourd'hui, enquêter, lutter. Tu sais, c'est vraiment même, là, on va présenter ça comme si on rend service aux Canadiens. Mais que fait l'opposition dans ce cas-ci, tu sais, au Canada, un petit peu partout? As-tu l'impression que les gens sont un petit peu... ils s'en fichent un peu, c'est pas pris au sérieux, ce projet de cette projet de loi C-22? Ben, on a d'excellents chroniqueurs là, comme David Proulx, par exemple, qui est un habitué chez Cube Radio, qui vient nous vulgariser régulièrement ces projets de loi-là. Il en a parlé régulièrement de C-22. Alors, je pense qu'il y a réellement un travail de prise de conscience au Canada qui se fait, mais pas assez. Ces prises de conscience-là, je les vois beaucoup sur X, sur la plateforme X, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas courant dans le langage journalistique quotidien là qu'on s'inquiète de ça. Pourtant, ça réellement, sous couvert de bonnes vertus, sous couvert de bonnes intentions, bien sûr, on a toujours des bonnes intentions sécuritaires. On est en train quand même d'amener les grandes compagnies de téléphonie cellulaire, notamment Meta, Google, à ouvrir une porte de sécurité par en arrière là, et pour pouvoir donner accès au gouvernement canadien en cas d'enquête. Mais oubliez pas que quand on ouvre une porte d'accès ou quand on brise un peu la sécurité ou on brime un peu la sécurité en s'assurant de pouvoir décrypter, par exemple, les messages qui sont encryptés parce que ça fait partie des choses qu'on pourrait demander aux entreprises de faire, eh bien, des personnes malveillantes, des organisations malveillantes, des États adverses pourraient se servir de ces portes d'entrée-là et sous couvert de protéger finalement les Canadiens sous couvert de mesures de sécurité approfondies, eh bien, on laisse la porte ouverte à des personnes malveillantes ou des gouvernements qui voudraient faire de l'espionnage, de se servir de ces portes d'accès à nos données. Et donc, il y a plusieurs questions qui méritent de se questionner. Et quand un État américain comme ça, avec lequel on est en train de transiger, avec lequel on tente de s'entendre, avec lequel on pointe du doigt sa mauvaise foi, il faut aussi regarder les moments où nous, Canadiens, faisons preuve de témérité
dans nos politiques, parce que c'est téméraire de la part du Canada d'aller jusque-là. Ben oui, non, mais c'est quel monde incroyable quand même, parce qu'avant que tu arrives, Jacinthe, on parlait d'un père pédophile qui a le droit de garder son enfant, donc ça, c'est le rapport qu'on a à la sécurité, mais en même temps, on voudrait que des entreprises comme Meta, qui en savent déjà un petit peu sur nous, je sais pas, peut-être qu'ils savent même ce que je mange ce soir, on voudrait leur donner encore plus d'informations. C'est Louis Armstrong qui disait « What a wonderful world ». Quel beau monde dans lequel on vit, franchement, mon Dieu. C'est pas fini en plus, moi il m'en reste au moins 50 dans ce beau monde. Parle-nous du conseil de la Fédération à Charlottetown. Comment ça s'est passé? C'est quoi ta lecture de ça? On dirait que sont allés se rencontrer, puis ça n'a pas donné grand-chose. Il y a eu l'entente sur la circulation de l'alcool. Le Yukon de Québec n'a pas signé, mais s'est-tu passé autre chose là-bas? On est toujours, à chacune de ces rencontres-là, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Les premiers ministres des provinces s'époumonnent à nous dire qu'ils veulent faire des ententes entre les provinces, qu'ils veulent libéraliser les marchés entre les provinces, détruire les barrières. Mais à part nous répéter qu'ils veulent détruire les barrières, à part nous répéter qu'ils ont plein de bonnes intentions pour favoriser le commerce, est-ce que vous voyez du changement? Est-ce qu'il y a des annonces qui ont été faites? Les seules annonces qui ont été faites, c'est des annonces d'intention. C'est des Memorandum of Understanding, des MOU en anglais qu'on dit. Donc, des annonces où on s'entend sur certains principes. Bien sûr que nos électriciens québécois devraient pouvoir aller travailler dans d'autres provinces et des électriciens ontariens devraient pouvoir travailler sur nos chantiers de construction au Québec de manière plus que ce soit plus facile, que ce soit plus fluide, la mobilité de la main-d'œuvre, par exemple, parce qu'on a parlé beaucoup dans les médias de l'alcool sur les tablettes et de l'alcool qu'on pourrait s'acheter d'une province à l'autre ou de permettre aux Canadiens d'acheter de l'alcool, peu importe dans quelle province cet alcool se trouve. Mais au-delà de ça, il y a énormément de problématiques au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre, des ordres professionnels qui font en sorte qu'on a des cocons fermés dans chacune des provinces parce qu'on veut protéger des territoires, protéger des acquis, protéger des professions, des emplois, des entreprises aussi. Et ça fait en sorte qu'on est rendu à 2 ans de rencontres là, entre les premiers ministres des provinces. Et ça aboutit à rien d'autre que des annonces où on dit on a l'intention de s'entendre, on a l'intention. Je trouve ça très déplorable. C'est pas digne des fonctions de chef d'État de nous servir des salades de mots comme ça avec que des intentions. Il y a pas de livrable. On dit qu'on veut faire le plus vite possible. On dit qu'on veut en arriver à une entente, mais il y a pas de livrable, il y a pas d'objectif. Et vous savez, quand on est sur le marché du travail, on a des patrons qui nous donnent des objectifs annuels, on a des délais, on a des échéanciers, on a des moyens qu'on doit mettre en place pour arriver à nos objectifs. J'ai l'impression d'avoir face à nous des communicateurs beaucoup plus que des hommes d'État quand ils nous font ces belles rencontres de conclusion. Mais en fait, je t'écoute parler, puis on dirait que tu me parles d'un pays avec des nations qui se ressemblent pas, puis qui n'ont pas les mêmes intérêts, puis qui sont quand même ensemble dans un genre de pays, puis il y aurait peut-être même des mouvements indépendantistes à l'intérieur. Je t'écoute parler, puis on dirait que tu me parles du Canada. Merci beaucoup, Jacinthe Varel. Merci. Bonne fin de semaine. Merci, Ciao. bonne fin de semaine.